Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui vous est proposé donc par la CCI Grand Est avec Climaction, donc c'est-à-dire l'ADEME et la région Grand Est. Donc voici un nouveau webinaire sur l'éco-conception qui va particulièrement vous intéresser si vous êtes dirigeant, dirigeante, responsable bureau d'études, R&D, responsable développement produit ou en charge du marketing, de la communication, et que dans votre entreprise, voilà, vous êtes en réflexion pour développer une démarche d'éco-conception, faire des produits plus éco-responsables. C'est quelque chose qui est en réflexion, vous êtes peut-être déjà engagé, vous cherchez à accélérer ce type de démarche. Et ce webinaire va vous intéresser puisqu'il va vous permettre d'avoir 3 retours d'expérience d'entreprises qui ont suivi un parcours d'accompagnement collectif et individuel qui s'appelle Making Durable. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours intéressant sur une thématique d'aller chercher voilà, des retours d'expérience qui vous permettent d'avoir des enseignements, des sources d'inspiration. Alors, pour commencer, je me présente. Donc, moi, c'est Ronan Sebilo, donc je suis conseiller économie circulaire, chambre de commerce et industrie. Donc, je suis basé à Strasbourg et j'interviens en particulier sur le territoire Alsace, mais j'interviens également sur le Grand Est, sur la partie éco-conception, puisque je suis référent éco-conception pour la CCI à l'échelle du Grand Est. Voilà, donc j'ai une formation de base en environnement et en éco-conception, et ça va faire maintenant plus de 10 ans que je travaille à la CCI sur ce sujet avec les entreprises. Et j'ai la chance de travailler au sein d'une équipe euh, vraiment bonne dynamique. Et alors ça, c'est pour vous rappeler, voilà, on peut travailler avec vous sur le sujet de l'environnement, sur à la fois le côté énergie, efficacité énergie, énergie renouvelable sur vos sites de production, également sur l'économie circulaire. Donc ça passe par, on peut voilà vous apporter euh, nos conseils pour développer des actions pour optimiser la gestion et la prévention des déchets sur les sites de production, mais aussi sur la partie éco-conception comme aujourd'hui, ou achat durable, voire même économie de la fonctionnalité. Et le dernier axe sur lequel on peut travailler avec vous, c'est le climat, dans le sens l'adaptation au changement climatique, c'est hélas maintenant vraiment une réalité. Donc c'est vraiment déjà anticiper les effets que peut avoir une vague de sécheresse, pic de chaleur, inondation, etc. Également en termes de présentation, par rapport à ce retour d'expérience sur ce parcours Making Durable. Alors ce parcours Making Durable ne serait pas possible sans Amulis, qui est donc le cabinet conseil qui a été sélectionné par la CCI et Climaction. Donc, Bonjour à tous. Donc voilà, je me présente très rapidement. Donc moi c'est Charline Clerget. Donc je suis consultante au sein de d'Amulis et j'ai eu l'opportunité de pouvoir accompagner les 11 entreprises qui ont participé au premier parcours Making Durable courant de l'année 2022, dont les 3 entreprises qui témoignent aujourd'hui. Et je voulais aussi en profiter pour les remercier pour l'engagement dont elles ont su faire preuve durant toute cette année de travail. voilà, donc vraiment un beau projet, que du positif, comme vous allez le voir juste après. Alors, avant de laisser la parole aux entreprises, un rapide rappel sur qu'est-ce que c'est Making Durable, mais juste avant de commencer aussi un rapide petit sondage. Euh, voilà, on s'est présenté. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir, par rapport à ce sujet de l'éco-conception, c'est quoi votre niveau? C'est-à-dire que, voilà, par rapport à ce sujet de l'éco-conception, est-ce que vous découvrez le sujet, ou vous connaissez ce sujet, ou vous connaissez ce sujet et vous l'appliquez en entreprise même depuis moins d'un an, ou alors voilà, vous commencez à être des experts, vous connaissez le sujet, et ça fait plus d'un an que vous le pratiquez en entreprise. Ça, voilà, ça nous intéresse pour voir, en fonction des témoignages, jusqu'à quel niveau de détail on peut aller. Donc voilà, donc on vous laisse encore quelques instants pour répondre. Allez, encore 5 secondes. Très bien, merci pour vos retours. On va partager le résultat.
voilà, donc pour 25% d'entre vous, vous êtes vraiment nouveaux sur le sujet. La moitié d'entre vous, vous connaissez ce sujet de l'éco-conception, donc vous n'êtes pas là, je dirais, par hasard. 15% d'entre vous, vous connaissez le sujet de l'éco-conception et vous le pratiquez depuis moins d'un an. Et nous avons également 8% de participants, vous êtes déjà, on va dire, des experts. Mais vous allez voir, vous allez aussi avoir des éléments sûrement intéressants pour vos propres démarches. Alors, Making Durable, c'est un parcours d'accompagnement collectif et individuel. Le principe, voilà, c'est sur un peu plus d'un an, un parcours d'accompagnement sur 5 grandes étapes qu'on va vous détailler juste après. Et donc c'est un dispositif qui est proposé par la CCI Grand Est en partenariat avec Climaction. Et là, c'est en particulier un financement, un cofinancement ADEME qui est activé. Avec voilà l'intervention d'Amulis et Altermaker. Alors comment ça fonctionne? Alors, voici aussi voilà, les 11 entreprises qui ont été la première à tester ce format d'accompagnement. Donc voilà, on les en remercie et vous aurez l'occasion d'avoir leur retour d'expérience. Alors, comment ça fonctionne? Bah, vous commencez ce parcours avec un premier atelier de lancement, voilà, qui permet à chacun d'avoir bien en tête comment va fonctionner le parcours sur un peu plus d'un an. Puis, donc ça c'est un atelier collectif, puis une phase très importante de mobilisation au sein de vos entreprises avec des modules de sensibilisation pour vraiment engager un maximum de vos collègues en interne. Une étape où vous allez travailler vraiment sur vos forces, faiblesses, menaces, opportunités en lien avec l'éco-conception pour faire un diagnostic stratégique. Puis, avec un deuxième atelier, vous allez être formé à la prise en main d'un outil d'éco-conception d'évaluation environnementale. Donc ça, c'est Eco Design Studio par Altermaker, avec différentes bases de données. De retour en entreprise, vous allez pouvoir appliquer ce que vous avez vu en formation pour faire l'évaluation environnementale d'un premier produit et service que vous avez choisi dans le cadre de cette démarche. Et arrivé à ce moment-là, vous avez un diagnostic évaluation environnementale, un diagnostic stratégique, une équipe projet qui est déjà sensibilisée à les enjeux de l'éco-conception. Et donc, vous avez tous les ingrédients pour l'étape cruciale du parcours ou d'une démarche d'éco-conception en général. C'est idéation interne, un jour d'atelier d'idéation en interne, avec en particulier l'outil EcoConcept qui est développé par Amulis. Puis, vous allez faire ensuite un atelier collectif d'idéation entre entreprises, ce qui vous amène à l'étape suivante de, maintenant que vous avez une centaine d'idées de conception ou de reconception, il faut maintenant sélectionner les meilleurs. Puis vient maintenant la phase plus classique de gestion de projet, plan d'action, et avec à nouveau là un atelier de retour d'expérience entre entreprises. Ce qui vous amène à une des dernières étapes qui est aussi très intéressante parce que nouvelle, c'est un atelier de formation d'une journée sur les grands principes de l'éco-communication. Donc, pour ne pas tomber dans du greenwashing, ce qui est vraiment un risque quand on développe un produit éco-responsable. Vous avez l'occasion de commencer à appliquer ces principes lors du tournage d'une vidéo, et justement on va vous présenter en avant-première ces vidéos. Et ensuite, vous pouvez appliquer dans vos propres actions de communication l'éco-communication pour mettre en valeur vos produits éco-conçus sans tomber dans du greenwashing. Et voilà, donc là le parcours est terminé et on arrive finalement à des ateliers de partage d'expérience, et je dirais aussi finalement à ce webinaire auquel vous assistez ce matin. Donc voilà, donc vous voyez, donc c'est vraiment un parcours en 5 étapes avec bien structuré, et vous allez pouvoir voir qu'en pensent les entreprises qui ont suivi ce parcours. Alors voilà, donc j'ai fini, il est déjà 9h12, on va pouvoir commencer donc par le premier témoignage de Bric à Vrac. Voilà, Élise, je vous laisse allumer votre webcam et micro, et je vais vous laisser vous présenter. Alors voilà, qui vous êtes chez Bric à Vrac? D'accord, bonjour. Du coup, je suis Élise, je suis la présidente de Bric à Vrac, à l'origine du projet, puisqu'on est une assez jeune entreprise qui conçoit une machine qui permet aux consommateurs de voir le prix et la quantité qui défilent dans l'objectif de limiter les emballages
notamment grâce au vrac, surtout sur des produits emballés. Ok, et je vois que c'est intéressant parce que dans votre titre, vous mettez bien Product Engineer. Voilà, après, en termes de parcours, de formation, c'est quoi euh, on Du va coup, dire je suis votre ingénieure de background? formation, ingénieur matériaux de base. Mhm, Et du coup, je m'occupe de toute la conception de la machine, de la partie mécanique, mhm. avec d'autres personnes. Mais je suis en charge de la configuration, entre guillemets, et de l'imagination, de l'idéation de la machine et de ses fonctionnalités principales. Ok, donc sur ce marché du vrac qui continue à bien se développer et qui a un gros potentiel pour faire du gain CO2 sur la partie emballage. Alors, maintenant, on va pouvoir partager avec vous la vidéo. Hop, ben voilà, donc bravo pour tout le travail fait. Voilà, c'est que produire ce type de vidéo, ça prend toujours un certain temps. Bah voilà, en tout cas, bravo pour ce témoignage en vidéo. Et là, voilà, justement, maintenant, ça va être l'occasion de pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Alors, l'exercice qu'on vous a proposé pour les entreprises, c'est, comme on a un temps quand même assez limité pour faire ce retour d'expérience, c'est de sélectionner, voilà, trois points qui vous semblent particulièrement importants et vous dites, voilà, si j'avais trois points à partager avec une entreprise qui est dans une réflexion sur l'éco-conception, bah voilà les trois points que j'aimerais lui partager. Alors donc, Élise, donc le premier point, il porte sur ce côté intérêt des outils d'évaluation pour orienter les choix de conception. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire sur ce sujet? Du coup, avec l'outil qu'on a pu utiliser d'Altermaker, ça nous a permis de nous rendre compte de certains impacts dont on n'avait pas du tout conscience, notamment dans le lavage, notamment de certaines pièces qui n'étaient pas forcément optimisées. Et parce que la quantité d'eau et de savon utilisés pour laver nos pièces, à long terme, si on arrive à réduire certains impacts, est une des choses qui a le plus d'impact, suivant les différents critères qu'on analyse en éco-conception. Donc, il a fallu réfléchir aussi à la possibilité de laver nos pièces dans des machines optimisées, donc des centrales de lavage,
et se dire qu'il faut donc qu'elle passe à certaines températures et à certains critères. C'était un des paramètres qu'on avait imaginé pour la machine, mais on ne s'était pas rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir avant d'avoir ce résultat, qu'il fallait vraiment que les pièces de la machine soient lavables en machine de centrale de lavage. Et puis ensuite, on s'est aussi rendu compte que certains composants électroniques qui tombaient en panne régulièrement, il fallait les limiter, ou en tout cas en prendre de très bonne qualité pour éviter d'avoir trop de maintenance à faire, parce que des maintenances veut dire transport, puisqu'on gère la maintenance de nos machines et on entretient tous nos parcs machines. Et plus il y a de transport, plus il y a d'impact, et c'était notre premier poste de dépense, contrairement à de dépenses de premier poste d'impact plutôt. Et on s'est rendu compte que c'était pas du tout ce qu'on pensait qui serait la fabrication de la machine, c'était vraiment l'utilisation, la phase d'utilisation sur le premier plan. D'accord, donc c'est vrai que donc ça vous a vraiment permis de passer de l'intention de dire bah voilà, moi je développe mon entreprise avec des valeurs environnement, je veux faire un produit éco-responsable, mais finalement voilà, sans avoir un diagnostic de où est-ce que je dois m'améliorer, oui, c'était pas forcément possible de, on va dire de manière intuitive, de se dire bah oui, forcément, c'est là et là qu'il faut que je m'améliore. Donc Non, ça l'était pas du ok. tout. On n'a pas ça comme résultat. On a été assez surpris. Et ça a Et fait surtout, voir. après voilà, finalement aussi vous êtes sur un produit, voire un service qui est quand même assez complexe. Voilà, c'est pas que des matériaux, c'est voilà, c'est euh, c'est de l'utilisation, c'est de la mise en place chez des clients, c'est de la maintenance. Donc c'est vrai que donc du coup, c'est vrai que là, le simple, on va dire bon sens écologique, permettait pas d'identifier tout de suite, on va dire les points à améliorer. Euh, Ok. Et alors du coup, bah pareil sur cet outil d'évaluation, ça va, ça n'a pas été trop difficile à manipuler, parce que c'est vrai que c'est des outils qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser au quotidien en entreprise. Enfin, l'outil est quand même bien fait de base, donc c'est assez simple à prendre en main et assez visuel. Et on est quand même accompagné derrière par Charline notamment, qui nous a bien aidé à le prendre en main et à surtout bien remplir avec les bonnes données. Puisque Mhm. l'enjeu est en fait de sélectionner la bonne donnée pour avoir le résultat qu'on souhaite, parce qu'à partir du moment où on n'a pas la bonne donnée, on ne peut pas avoir un résultat qui soit cohérent ou qui exprime la réalité. Et c'était notre Et du coup, problème. est-ce que vous arrivez aussi à bien faire cette, je dirais, aller-retour voilà, vous allez dire, bah tiens, là, on a choisi de faire évoluer la conception sur un point. Et on va dire en principe, il faut revérifier, refaire l'évaluation pour voir si ça a eu un réel effet. Ça, faire l'aller-retour, ça marche bien ou pareil, ça prend un peu de temps? Bah, ça prend un peu de temps, mais c'est pas hyper si chronophage que ça, puisqu'il y avait une fonction dupliquée. Donc j'avais moi pour mon paradis pour dupliquer tout plein d'options et modifier tout plein d'options pour vérifier, voir quelles étaient les hypothèses qui pouvaient avoir le moins d'impact et valider le fait que si on limitait par deux les transports, qu'est-ce qui se passait, comment ça se faire plein de simulations. J'avais fait plein de simulations en fait de potentielles idées qui pouvaient réduire notre impact et en fonction des pistes qui étaient proposées et que l'outil nous proposait et des pistes discutées avec Amélie. Ok, super. Ben voilà, en tout cas, ça c'est vraiment un point très important. C'est, je dirais, vraiment une application opérationnelle de l'éco-conception. Et voilà. Et forcément, si on arrive à faire ces allers-retours entre des nouveaux choix de conception et revérifier que ça a bien un effet positif au niveau impact environnemental, on est sur la bonne voie. Le deuxième point, c'est par rapport justement au volet logistique. Voilà, donc c'est un élément important par rapport à votre produit et voire votre service. Voilà, qu'est-ce que vous avez identifié comme action à développer? Donc on s'est rendu compte que tout ce qui était logistique de transport, logistique de maintenance, logistique du contenant de la brique, on a une brique plastique, une brique carton, avait un impact et que des fois, laver un contenant à un endroit pour le transporter à un autre avait plus d'impact qu'un contenant à carton en fonction de la distance. Donc il est important de pouvoir proposer les deux solutions en fonction de la distance ou de la localisation des lieux, puisqu'on propose un contenant pour les marques, pour leur permettre d'emmener leurs produits directement en magasin, pour remplacer les emballages carton, pour expliquer un peu plus d'où ça vient cette idée, sinon ça sort un peu du chapeau. Et l'idée donc c'est d'avoir des implantations régionales pour pouvoir permettre cette circularité en termes de centrales de lavage et de reconditionnement.
donc avoir un schéma circulaire qui soit dans une certaine zone. Et de même, comme on a nos maintenances, il faut être capable de maintenir dans un délai court pour que la machine reste en utilisation optimale et ne soit pas en panne pendant 3 semaines, le temps qu'on ait un intervenant qui arrive parce qu'il a plusieurs machines dans le même coin. Donc, si on doit faire un transport à Toulouse depuis Nancy du jour au lendemain, c'est pas très optimum en termes d'impact. Et donc, il a fallu réfléchir au développement de l'entreprise et à la création de pôles pour que la maintenance se fasse rapidement, mais dans une certaine zone dans laquelle on peut optimiser le transport, et réfléchir aussi à des pièces qui soient interchangeables, livrables, et une maintenance préventive et une maintenance par vidéo potentiellement, ou par téléassistance, pour permettre un changement de pièce le plus rapidement possible, le plus facilement possible, et sans forcément intervention de nos techniciens, mais une intervention par les personnes qu'on forme et qu'on accompagne au travers des logiciels ou des différents outils qui sont mis à notre disposition maintenant. Ok, donc du coup, voilà, vous anticipez vraiment cette étape de maintenance du matériel, voilà, pour augmenter sa durée de vie. Et voilà, en effet, de pas du tout être, je pense, dans cette logique de j'achète un équipement, il est cassé, j'en rachète un autre. Voilà, ça c'est. c'est Exactement. Lui et on permettre voit, voilà, d'améliorer la durée de vie et d'être toujours mis à jour en fonction des évolutions et des besoins consommateurs pour pas que la machine soit obsolète, oui. mais aussi qu'elle ne tombe pas en panne. Parce qu'il y a quand même deux enjeux derrière. Ah oui, donc c'est un vrai effort en amont pour derrière voilà, avoir un système qui va avoir une durée de vie augmentée. Et puis aussi un autre élément que vous indiquez, c'est intéressant, c'est aussi un des principes de l'éco-conception. On peut pas arriver en disant j'utilise un éco-matériau. Est-ce que le verre, l'acier ou le carton, quel est le meilleur matériau? Bah, en fait, oui, vous avez donné la réponse. Bah, ça dépend de dans quelles conditions vous utilisez ce type de matériau. Voilà, ça c'est vrai que c'est aussi un des principes de l'éco-conception. Euh, voilà, on va pas dire j'ai fait un produit éco-responsable parce qu'il y a un éco-matériau, c'est du carton, c'est forcément mieux. Voilà, derrière c'est un peu plus subtil que ça. Euh, Après, bah, ce qui sera intéressant, ce sera aussi de voir quel sera le retour de vos clients. Voilà, est-ce que peut-être demain vous aurez un client qui va dire non, non, mais moi je veux un contenant carton parce que pour moi le carton c'est mieux au niveau environnement. Voilà, il faudra peut-être être en capacité de revenir vers le client en disant mais on peut vous démontrer que notre produit est Exactement. éco-responsable et on peut vous démontrer que ça, c'est la meilleure solution pour vous. Exactement. Ça, il faut pouvoir le justifier après auprès des clients. Et c'est là que la dernière partie du module sur la façon de communiquer et les différents enjeux, les différents points à aborder, enfin, cette partie-là, en tout cas, permet aussi de prendre en main certains discours et certains petits points qu'on pourrait avoir comme limite et point d'attention sur des labels, des mots, des règles et éviter le greenwashing et éviter aussi la volonté de totalement convertir ou faire adhérer à une solution de force. Mhm. Alors, avant de passer au prochain point, bah, c'est aussi pour vous rappeler que on va à un moment donné également arriver dans une phase de questions-réponses. Bah, là, je vous invite déjà, si vous avez déjà des questions vraiment toutes les questions qui vous passent par la tête hein, par rapport à ce premier témoignage de Bric-à-Vrac. Voilà, posez les questions dans dans le module questions, et comme ça, quand on arrivera dans quelques instants à cette phase questions-réponses, on pourra reprendre l'une ou l'autre de vos questions. Et finalement, alors le troisième point, qui est aussi très intéressant, c'est par rapport à cet aspect alors simplifier la conception du produit et se recentrer sur les fonctions essentielles. Voilà, qu'est-ce que vous avez On s'est travaillé rendu sur ce compte en sujet? fait il y a souvent une envie de répondre à beaucoup de besoins sur un produit, répondre à des besoins de des fois plusieurs personnes ou qui peuvent être antagonistes ou même des fois rajouter des petits plugins pour lesquels on se dit ça va être utile et en fait c'est pas forcément utile. Il n'y en a pas forcément besoin tout de suite, rajouter un troisième écran, c'est pas forcément des pistes qu'on avait explorées à la base, mais il y avait des petites choses sur lesquelles on s'est dit bah, peut-être, pourquoi pas. Et en fait, ça risque juste de réduire la durée de vie de la machine, de créer plus de pannes, d'avoir plus d'impact que des fois d'utiliser carrément une autre imprimante à côté. Euh,
qui marche pour 2 machines. Ça peut être se recentrer sur des fonctions essentielles, qui est la fonction de distribuer, d'afficher le prix quantité, et pas forcément de pouvoir s'allumer de toutes les couleurs et clignoter pour attirer un magasin, un consommateur dans le magasin. Ça peut être des petites choses comme ça, où on se rend compte que c'est pas forcément toujours très nécessaire et ça a un fort impact. Donc peut-être réfléchir à certaines fonctionnalités pour les enlever ou les diminuer, ou en tout cas limiter leur empattement sur le reste du produit. Voilà. Oui, ou voilà, ou vraiment s'assurer que oui, ce sera une fonction réellement utilisée par le client. Comme exemple, la connexion de la machine, on n'a pas forcément besoin d'avoir en temps réel, toutes les 5 secondes, les informations que transmet la machine. Un consommateur ne va pas se servir de 20 kg de pâtes en 5 secondes. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une machine qui communique toutes les 5 secondes. Peut-être que toutes les 45 secondes, c'est largement suffisant. Ça limite, et ça limite beaucoup de choses. Ça limite la consommation d'électricité, ça limite l'usure des composants et puis la prise sur le réseau téléphonique ou Ethernet ou autre. Donc là, voilà, ça, je dirais, ça, c'est un élément qui est au cœur d'une démarche d'éco-conception. C'est, voilà, avant même de se dire quel matériau je vais utiliser pour cette partie de la machine qui va amener telle fonction, est-ce que cette fonction est réellement intéressante pour le client? Peut-être que non. Et ben donc du coup, je vais pas aller me poser la question de quel matériau choisir pour développer le produit et limiter ensuite chercher à limiter les impacts sur l'environnement. Donc voilà, donc ça c'est vrai que donc là c'est sûr que quand on est concepteur ingénieur, bah, c'est vrai que faut se faire violence peut-être pour se dire bon là finalement j'ai peut-être intérêt à me recentrer sur l'essentiel. Mais à nouveau, on va dire peut-être il y a cette crainte de oui mais si j'ai un concurrent qui arrive avec cette fonction, peut-être voilà, on va préférer le concurrent parce qu'il avait la petite option que personne n'utilise. Mais voilà, ça c'est l'éco-conception, c'est vraiment un travail de, je pense, d'équilibre. Alors du coup, bah, très bien pour cette. Merci pour votre témoignage. Et maintenant Alors si vous avez des questions, alors voilà, je vois une première question technique. C'est est-ce que les exigences de sécurité réglementaire des directives marquage CE sont compatibles avec l'éco-conception? Alors, question très Bah, précise. dans l'objectif, elles le doivent, puisqu'on doit répondre aux exigences CE, et que l'objectif de l'éco-conception est de pouvoir répondre à nos besoins, c'est de se poser les bonnes questions, les bons marqueurs, les choses sur lesquelles on ne peut pas déroger, et après essayer entre ce qu'on peut déroger et ce qu'on ne peut pas déroger, de trouver la meilleure solution entre des besoins des fois de coût, des besoins d'impact, des besoins réglementaires, des besoins de fonctionnalité, parce que c'est bien de répondre à un besoin réglementaire, mais si le produit n'a pas de fonction, la fonction en tout cas principale qui est demandée par le client, derrière on n'aura pas de vocation à le créer. Le créer n'aura aucun intérêt et du coup aura beaucoup plus d'impact. Donc il faut répondre à tous ces besoins-là et savoir naviguer. Et c'est là qu'Amulis intervient pour dans la démarche nous guider et nous aider à le faire, quoi. Ok, très bien. Alors si vous avez encore une dernière question, ah voilà, j'en vois une. Euh, euh, alors, la question c'est, alors très technique, une faiblesse de la distribution du vrac et la protection des aliments contre l'humidité. Est-ce que vous avez identifié des solutions pour l'étanchéité à l'humidité par exemple? C'est une bonne question parce qu'en fait, si on se pose la question dans l'autre sens, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de mettre autant de barrières à l'humidité? C'est parce que la consommation de vrac en termes de flux est très faible. Les produits restent très longtemps en silo, notamment des céréales, notamment des choses comme ça. Plus on limite le temps passé en silo ouvert et pas forcément en arrière-boutique dans des contenants hermétiques, moins le produit va s'abîmer. Donc il faut donc doser la quantité dans le contenant pour limiter le temps passé en rayon d'un contenant ouvert. Parce que rajouter une fonctionnalité hermétique sur une machine, c'est rajouter beaucoup de joints, beaucoup de choses qui s'abîment, beaucoup de petites pièces. Et là, nous, on a fait le choix plutôt d'aller s'orienter sur quelque chose qui n'était pas tout à fait low-tech, mais un peu plus, et de se dire, voilà, si on imagine densifier le flux, avoir des remplissages 2 à 3 fois par jour, puisque la solution va drainer plus de personnes parce que les gens seront plus satisfaits, dans ce cas-là,
Si l'approvisionnement est fait de façon hermétique, mais qu'une fois que c'est sur la machine, c'est pas hermétique, et que c'est distribué dans les 1 heure, 2 heures, normalement, il n'y aura pas de souci sur 90% des produits épicerie, parce que sur d'autres solutions, on réfléchit par contre à l'herméticité. Des lentilles n'ont pas besoin d'être totalement hermétiques pendant toute leur durée d'utilisation en silo. Elles se comportent très bien à l'humidité et ça ne pose pas souci. Donc, c'est une idée, par exemple, de fonction sur lesquelles on n'a pas travaillé parce que ça n'avait pas forcément d'utilité. Dans notre cas de figure, c'était une utilité minorée et on a essayé de limiter cet impact qui ne nous semblait pas cohérent avec le besoin. Ouais, donc voilà, voilà, ce type de sujet, ça montre que voilà, vous êtes quand même sur un produit qui est assez complexe, parce qu'encore encore une fois, il y a l'enjeu du gaspillage alimentaire, de la durée de vie des aliments. Donc, ouais, donc on comprend que c'est pas une machine simple, je pense, à développer. En tout cas, bravo, merci pour votre témoignage, et puis pour voilà, votre implication dans cette démarche d'éco-conception. Et puis du coup, on sera vraiment curieux de voir sur la suite, bah, on va dire, avec quel futur grand distributeur vous allez pouvoir travailler pour développer le vrac en grande distribution. Très, très Merci. Et voilà, le temps file, on va donc pouvoir passer à un prochain témoignage. Alors, ça c'est rapidement, donc ça c'était on va dire un résumé sur les différents axes d'éco-conception. Bon, on vous le partagera le support, mais c'est un petit résumé. Alors maintenant, témoignage de Bongarde, le temps file. Autre sujet, donc autant bric-à-vrac, voilà, vous êtes on va dire, structure jeune entreprise, start-up. Bongarde, voilà, vous êtes déjà une entreprise déjà plus grande, 100 ans, 100 ans d'existence. Et donc, on a le plaisir d'avoir le témoignage de Guillaume Brumter. Je vous laisse vous présenter, voilà, qui vous êtes, c'est quoi votre mission chez Bongarde. Bonjour à tous, du coup moi c'est Guillaume Brumter, je suis responsable du bureau d'études chez Bongar. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bongar, on est fabricant et équipementier de tout ce qui est matériel de boulangerie. Alors c'est vrai que nous on a un peu plus d'expérience, on est passé centenaire l'année dernière, donc on a pas mal d'expérience dans le domaine. Au sein de Bongar, donc je suis responsable du bureau d'études, on a à peu près une quinzaine de personnes. Et c'est vrai que pour marquer un peu les 100 ans, on s'est aussi engagé dans des démarches un peu plus dans l'air du temps, qui est un développement en éco-conception. Ok. Et du coup, vous êtes responsable du bureau d'études depuis combien de temps Alors, chez je suis Bongarde? chez Bongar depuis 2018, donc ça fait bientôt 5 ans. Ok. Je suis de base ingénieur mécanique depuis un peu plus longtemps. Ok. Très bien. Du coup, on va pouvoir partager votre vidéo et je vais faire attention de la diffuser jusqu'au bout. Et c'est parti.
Et voilà, voilà, encore une fois, merci également pour tout le travail autour de cette vidéo de témoignage. Alors, sujet d'actualité, puisque voilà, le, le contexte énergétique fait que voilà, on n'a jamais autant parlé de la hausse du prix de l'énergie, et puis notamment au niveau de vos clients finaux, au niveau des boulangeries. Alors, quels sont les points que vous avez choisi de partager en particulier? Le premier, voilà, c'est sur un élément aussi très important, c'est finalement sur pourquoi, voilà, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans ce parcours d'éco-conception avec Making Durable? Alors, c'est une question qu'on s'est posée au début, avant de s'engager dans le parcours, et je pense que beaucoup se posent cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y aura toujours un peu un pilote dans le projet, et il faut que ce pilote, c'était en l'occurrence moi, soit motivé par des convictions un peu personnelles et qui ait un certain attrait à l'éco-conception. Donc ça, c'est déjà un premier point important. Après, le but, c'était aussi, souvent, c'est plus simple d'avancer dans certains projets où on maîtrise pas forcément, d'avoir une partie prenante externe. Donc, c'est vrai que ça donne une certaine dynamique et une motivation pour avancer sur le projet, mais c'est surtout aussi d'apprendre avec des spécialistes comment faire correctement une démarche d'éco-conception. Et enfin aussi, pourquoi partir dans cette démarche-là, c'est aussi pour embarquer un maximum de personnes de la société. Parce que c'est vrai que nous, on a un point de vue donc un peu plus bureau d'études, mais c'est quand même quelque chose, l'éco-conception, qui touche la société dans sa globalité. Donc c'est vrai que surtout dans l'atelier de lancement, on a pu faire une réunion avec beaucoup de personnes de la société pour voir justement et faire comprendre qu'est-ce que cette démarche d'éco-conception. Ok, super. Et c'est aussi un point aussi très important, je dirais, dans la genèse de la démarche d'éco-conception. C'est voilà, il y a forcément à un moment donné une étape où, euh, en particulier, voilà, ça peut être un collaborateur qui va à un moment donné, on va dire, proposer à sa direction un programme, enfin, ou une démarche d'éco-conception. Donc forcément, ces démarches d'éco-conception, ça se fait pas en 3 à 6 mois. C'est forcément une démarche qu'on lance. On va dire cette première phase de lancement, c'est minimum 1 an et après, il faut le poursuivre. Du coup, voilà, comment ça s'est passé, les échanges avec la direction pour leur proposer ce type de projet? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose que nous, on avait vu du point de vue bureau d'études. On en a échangé avec la direction. Au début, ils n'étaient pas forcément pour. Donc, on voyait tout de suite qu'il y avait un petit frein dessus. Mais c'est vrai qu'en discutant, en expliquant plus en détail ce qu'était la démarche, ce que ça pouvait toucher dans l'entreprise, on est aussi sur une démarche, comme des démarches RSE dans l'entreprise. Donc, c'est vrai que ça rentrait bien dans cette démarche-là. C'est vrai que au fur et à mesure des discussions, on est allé, on a entre guillemets signé pour se lancer dans ce parcours-là. Mhm. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est quand même une démarche, enfin, une étape, je pense, parce que voilà, vous êtes 50% d'entre vous à connaître le sujet de l'éco-conception, mais vous l'avez pas encore forcément appliqué dans vos entreprises. Et ça, je pense, voilà, ça, c'est un moment un peu crucial, ce côté, voilà, il va falloir que je trouve à un moment donné comment proposer ça à la direction, parce que c'est un vrai investissement. En particulier, voilà, c'est quand même l'investissement fort, c'est du temps des collaborateurs qui sont engagés dans ce projet. Donc, à quoi bon engager du temps sur un projet qu'on ne comprend pas et on ne voit pas les intérêts? Et voilà. Et la difficulté de l'éco-conception, c'est que tant qu'on n'a pas fait pratiquer, on peut avoir un peu de mal à voir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça rapporte. Alors justement, deuxième point, c'est, on va dire, voilà, quelle est aussi, je dirais, voilà, la surprise du parcours? Qu'est-ce que ça a généré comme, comme surprise et qui n'était pas forcément prévu au départ? Alors, ce qui était un peu surprenant, c'était justement de savoir que ça touchait autant de services. Encore une fois, moi, je voyais ça plutôt côté développement de produit. Mais c'est vrai qu'au fil des discussions et du parcours, on voyait tous les différents services que ça touchait. Et aussi, en entrant ce sujet un peu dans l'entreprise d'éco-conception, c'est de voir l'intérêt de beaucoup de personnes de la société qui disaient ah bah ouais c'est vachement bien comme parcours, enfin est-ce que vous pouvez me tenir au courant. Donc ça a donné aussi une certaine dynamique encore en plus dans l'entreprise. Donc c'est vrai que c'était vraiment quelque chose de très très positif au sein de l'entreprise. Et encore en plus aussi la surprise supplémentaire, c'est à partir de la réflexion d'éco-conception, de rentrer de l'innovation dans nos produits. Donc c'est vrai que nous on est dans une technologie qui existe depuis assez longtemps,
mais ça a permis de rentrer certaines innovations dues aux séances de créativité, où on a pu cibler en fait nos séances de créativité pour essayer d'améliorer nos impacts forts en éco-conception, qui en l'occurrence est là pour nos produits, la consommation électrique. Mhm. Oui, donc, et oui, et finalement, enfin, voilà, c'est vrai que c'est un double challenge pour le pilote éco-conception, c'est voilà, comment est-ce que je vais réussir à déployer cette démarche où forcément, quand on la démarre, on n'a pas forcément tout le bagage technique et de connaissances. Et deuxième challenge, je comprends bien qu'il va falloir que je réussisse à embarquer un maximum de collaborateurs parce que voilà, tout seul on va très vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et donc là, bah, du coup, bah, je pense un grand merci à toute l'énergie que qu'Amulis a pu injecter, je dirais, dans votre projet. Voilà, donc c'est ce que vous dites, ce côté un acteur tiers qui vient et qui apporte de l'énergie, du contenu, des outils. Oui. Et, euh, voilà, et donc du coup, ok, donc c'est et créativité, donc en particulier avec cet outil Eightco Concept, du coup vous avez pu le réutiliser récemment ou Bah, je me suis fait fournir par justement Amélis qui m'en a fourni un jeu. Alors, on avait fait une séance de créativité sans, et c'est vrai qu'il manquait quelque chose. ouais. Du coup, là, on va en refaire avec cet outil-là qui est vraiment très sympa, qui permet de cadrer la créativité. On pense souvent que la créativité, c'est on part un peu dans tous les sens. Alors, c'est vrai au début, et c'est important de le faire, mais après, il faut pouvoir recentrer. Et c'est vrai que c'est un outil qui permet de recentrer les séances de créativité. Mhm. Donc ça c'est aussi l'autre challenge. Là vous êtes sur la fin de l'accompagnement de un an et plus, et l'enjeu c'est pas que vous ayez fait un an d'éco-conception, c'est bien l'enjeu, c'est enclencher une démarche. Et bah, forcément, Oui, une fois que l'accompagnement sera terminé, la question c'est comment, en tant que pilote, bah, j'arrive à continuer à faire vivre la démarche, donc forcément peut-être avec un peu moins de temps. Mais voilà, derrière, vous avez bien, je dirais, une boîte à outils fournie. Après, faut trouver le moyen de le faire vivre. oui. Euh, et justement, bah, c'est le troisième point, c'est le. Et voilà. Et dans le futur, bah, voilà, c'est quoi les perspectives, comment vous vous projetez? Alors, c'est vrai que dans le futur, on va pouvoir mettre plusieurs choses en place. On va pouvoir mettre justement dans nos développements produits et développements projets des critères environnementaux qu'on n'avait pas. Donc, ça va pouvoir se permettre à différentes phases du projet de se poser des questions. Si on a pris, qu'est-ce qu'on a pris en compte? Est-ce qu'on a pris les différents impacts des achats, des matières premières ou plus à la fin de l'utilisation? Qu'est-ce qu'on peut conseiller aussi aux clients pour optimiser un peu l'utilisation de nos produits, pour consommer le moins possible d'électricité ou le consommer au plus juste? C'est vrai qu'après, ce qui va aussi intégrer, c'est les séances de créativité. C'est quelque chose qu'on a plutôt bien aimé. Intégrer différentes personnes de l'entreprise, différents services. Ça va pouvoir faire avancer certains sujets, de pouvoir se poser aussi, parce qu'en dehors, on va dire, on a des quotidiens assez chargés, de se poser, de réfléchir différemment. Donc, c'est vrai que d'avoir un outil comme ça de créativité, ça nous permet euh, de prendre du temps justement pour répondre à certaines problématiques. Et après, aussi, ce qui va permettre, et ce qu'on ne faisait pas encore, c'est de produire une bonne communication sur l'éco-conception. Donc là, on est en ce moment là-dessus. Et on voit justement dans notre secteur, la boulangerie, il y a beaucoup, pas mal de greenwashing là, à ce niveau-là. Nous, quand on voit ça, on dit, les autres, la concurrence, ils font n'importe quoi. Et nous, maintenant, on a les outils pour faire une bonne communication sur ce qu'on fait pour justement un côté éco-responsable sur l'utilisation de nos produits. Oui, et on va dire, vous avez, alors c'est pénalisant pour vos clients, mais finalement, la hausse du coût des énergies fait que maintenant, un four de boulangerie qui consomme moins d'énergie, c'est devenu une attente client, alors qu'avant, c'était Oui, peut-être pas le cas. Euh, et, et donc là, finalement, voilà, vous êtes en compétition sur des critères éco-responsables de vos produits. Voilà. Donc là, c'est aussi l'enjeu de l'objectif de Making Durable, c'est de dire si vous êtes sur des marchés où vous commencez à être en compétition, bah vous, votre objectif, c'est de dire nous, on a une démarche d'éco-conception qui est réelle et rigoureuse et on peut vous démontrer que c'est vrai.
Et après, on va croiser les doigts pour qu'en face, le client, il sache, on va dire, faire la distinction entre du greenwashing et puis un vrai engagement. Alors du coup, en termes de questions, alors c'est aussi un élément aussi important, c'est que vous avez aussi des temps de développement qui sont quand même assez longs. Voilà, c'est. Oui, on a des temps de développement sur nos produits qui est de l'ordre de 2-3 ans. Mhm. Donc c'est vrai que c'est Donc du assez coup, long. voilà, donc du coup, une question qui était posée, mais c'est alors justement quel est le gain énergétique réalisé entre la nouvelle gamme et l'ancienne? Alors après, voilà, ça, le Alors projet c'est il a un été peu, oui, lancé il y a un c'est an, un- donc. oui, alors, on l'a appliqué, donc ce projet, ce parcours sur un projet qui va bientôt sortir. Après, de manière générale, c'est des choses que d'une génération à l'autre, on avait déjà en tête de réduire au maximum la consommation électrique. Donc on va dire de manière générale, d'une génération à l'autre, on arrive à gagner 10 à 15% en économie d'énergie. Mhm. Ok, et après, en effet, bah, c'est ce qui était présenté dans la vidéo, c'est aussi bah, la question de l'interface utilisateur. À un moment donné, il y a aussi une partie du gain d'énergie qui se fait en fonction de comment est utilisée la machine. C'est Donc là, ça. en effet, Si on a mis pas mal de choses en place sur l'interface où on a maintenant des commandes tactiles. On va pouvoir beaucoup plus facilement informer l'utilisateur de là dire le four n'a pas été utilisé. Voici les connecter nos produits au cloud. Donc on va pouvoir faire une analyse un peu plus poussée pour leur dire bah là le four il était allumé donc il consommait de l'énergie mais il n'a pas été utilisé. Donc c'est un peu dommage et aussi une interface directement sur nos produits pour permettre de mettre en veille nos produits plus facilement, de gérer des démarrages à distance aussi, enfin de programmer des démarrages à distance. Donc tout pour optimiser que le four soit prêt et utilisable que sur les périodes où il y en a vraiment besoin, pour justement pas avoir de gaspillage de consommation électrique. Mhm. Et donc là, forcément, il faudra avoir un an de recul, le nouveau produit mis dans les mains d'un client pour peut-être pouvoir dire, bon, maintenant on a les chiffres et on peut vous dire ça génère un gain de X%. Voilà, attention, Oui. parce que finalement, euh, Oui. voilà, c'est. Bah, surtout qu'en ce moment, c'est des messages qu'on passait déjà avant, mais qui n'avaient pas forcément sens parce que c'était pas la plus grosse partie de leur coût sur les produits des boulangers. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu une autre histoire. Donc, les personnes, enfin les boulangers ou les personnes qui utilisent nos produits, ils vont être de plus en plus attentifs à ça. Donc, c'est vrai que nous, on va les accompagner là-dedans, dans l'utilisation de nos produits. Mhm. Ok, très bien. Alors si vous avez pas d'autres questions, bah, on va pouvoir euh, bah, passer au prochain témoignage. Bah, en tout cas, bah, merci pour votre témoignage. Et puis bah, pareil, on sera, Mais de rien, on va merci à dire, vous. intéressé de voir bah, voilà, voilà, quels seront les retours clients par rapport à bah, cette nouvelle version de ce four électrique boulangerie. Très Très bien, bien, merci. merci. Alors voilà, forcément, dérapage un peu en termes de temps. Il reste 10 minutes, on va peut-être déborder un peu. Mais voilà, donc prochain témoignage, donc Alcatel Lucent Enterprise. Et donc bah voilà, avec témoignage, Hervé Aubert, bah, je vous laisse vous présenter. Voilà, qu'est-ce que vous faites chez Alcatel Lucent Enterprise? Alors, bonjour Ronan, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Hervé Aubert, je travaille chez Alcatel Lucent Enterprise depuis 15 ans et je suis responsable produit sur la gamme de téléphones fixes depuis 5 ans. Donc, vous allez voir dans la vidéo, pour ceux qui ne connaissent pas Alcatel Lucent Enterprise, donc on est une société qui a plus de 100 ans. Le AL de Alcatel vient d'Alsace d'ailleurs, donc basé sur Strasbourg. Et donc, on fournit une solution de téléphonie et de collaboration à destination des entreprises. Ok, donc voilà, donc pareil, à nouveau un produit quand même assez complexe. Et on va tout de suite pouvoir voir cela en vidéo.
Ok, super, bah voilà, encore une fois, bravo pour tout le travail, notamment de préparation de cette vidéo. C'est toujours un travail, on va dire, stressant, hein, d'être interviewé dans ce format vidéo. Alors, bah voilà, donc sur la démarche chez Alcatel-Lucent Enterprise, voilà, quels sont les 3 points que vous souhaitez vraiment partager avec d'autres entreprises? Alors le premier, alors on l'a déjà traité avant, mais il ressort, donc c'est vrai que c'est vraiment un élément, je pense, un facteur clé de succès d'une démarche d'éco-conception, c'est par rapport à la cohésion d'équipe. Voilà, c'est en quoi, on va dire, ce parcours d'accompagnement, il a permis de renforcer la cohésion d'équipe autour de ce sujet qui est nouveau dans l'entreprise. De notre côté, donc déjà, il y a effectivement eu un très grand succès de la session de sensibilisation. Donc, c'est une session qui se déroule au sein de notre entreprise et dans laquelle on peut inviter autant de personnes que l'on souhaite. Et donc, on a eu un taux de participation assez important. Il faut dire que dans un groupe comme le nôtre, où il y a plusieurs milliers de collaborateurs, on n'est pas toujours au courant de toutes les initiatives qu'il peut y avoir. Donc, cette sensibilisation a quand même permis d'apporter une synergie entre les différents projets qui existaient. Donc, ça a permis de récupérer toutes les personnes un peu isolées et de travailler tous ensemble sur des mêmes sujets. Ok, oui, donc ça permet de fluidifier, je dirais, la communication oui, dans une organisation. Vous avez comment dire, pas mal de projets qui sont développés en même temps, différents services. Et donc du coup, ça vous a permis comme ça peut-être d'être bien identifié au sein de l'entreprise. Voilà, si vous avez comment dire, des opportunités liées à l'éco-conception, bah maintenant je sais que je peux contacter Jean-Paul Ça, Poncet ou Hervé Aubert. c'est l'avantage et l'inconvénient. C'est-à-dire qu'effectivement, maintenant, je reçois plein de demandes de certains de mes collaborateurs, mais de toute façon, il faut que quelqu'un s'y attache à ce sujet. C'est très important déjà pour nous personnellement, une façon d'évoluer au sein de l'entreprise, mais aussi pour l'entreprise parce que les marchés évoluent assez rapidement et demandent forcément ces démarches-là, de toute façon. Et donc ok, donc les modules de sensibilisation et pareil pour la partie cohésion d'équipe, voilà, comment dire, les séances de créativité, ça a bien marché aussi. Alors ça c'est effectivement assez étonnant, donc c'est la qualité de l'accompagnement. On est quand même en grosse partie une R&D, donc on a l'habitude de l'innovation. Nos équipes sont des experts, donc on a des experts en plastique, des experts dans d'autres domaines, le développement logiciel. C'est vrai qu'on était persuadé d'être excellent dans la partie innovation, mais quand ça touche à des sujets qu'on ne connaît pas, bizarrement, il y a de grosses difficultés à innover, vu que ce n'est pas nos sujets de tous les jours. Donc là, avoir des méthodes un peu plus ludiques, ça permet de faire émerger un nombre important d'idées. Donc par exemple, de notre côté, suite aux différentes sessions, on a eu plus d'une centaine d'idées. Donc forcément, ça fait un petit travail après de tri, effectivement, de convergence. Mais sans ces outils, je pense qu'on aurait été un peu bloqué. On aurait fait selon nos habitudes classiques d'innovation. Et pour l'éco-conception, c'est pas forcément ce qui est recherché ou c'est pas forcément les mêmes façons de travailler. Mhm. Et, euh, et je pense aussi ce qui vous a aussi agréablement surpris, c'est que là, finalement, dans ces développements de produits, vous avez eu des opportunités, on va dire, euh, comment dire, réalistes pour engager tout de suite des actions d'amélioration. Voilà, ça, je pense, ça permet aussi de valider ce côté, ah oui, l'éco-conception, on va révolutionner le produit, mais est-ce qu'on va vraiment pouvoir l'intégrer là maintenant dans nos développements de produits? Il faudra peut-être faire de la R&D pendant 3 ans avant d'arriver à quelque chose. Là, c'est voilà, ce que vous présentez, bah, c'est intéressant, on arrive déjà à quelque chose de concret. euh, voilà, malgré le fait que là, on est sur une boucle C'est ça. d'éco-conception de un petit peu plus d'1 an. C'est exactement ça. Donc, c'est effectivement une boucle. Donc là, par exemple, vous avez vu dans la vidéo, on a sélectionné surtout deux axes principaux.
Donc, on a sélectionné ces deux axes pour avoir un résultat au cours du cursus, être sûr de faire l'analyse de cycle de vie complet. Bien sûr, il y aura d'autres démarches qu'on a sélectionnées qui arriveront par la suite, qui sont un peu plus longues. Donc, un produit chez nous met à peu près 18 mois pour un nouveau produit qui n'existe pas. Donc, cela, effectivement, on n'a pas de résultat aujourd'hui. Par contre, dans la vidéo, on a pu voir des solutions qui peuvent paraître évidentes, comme au niveau de la logistique pour réduire la taille des emballages, mais souvent dans une entreprise à grande taille, c'est assez difficile de convaincre les différentes équipes. Même si j'en suis convaincu, les équipes logistiques ne sont pas forcément les mêmes personnes. Dans des grands groupes, on ne se parle pas forcément non plus très souvent. Donc c'est vrai que l'accompagnement et la démarche d'éco-conception nous a donné de vraies valeurs, des résultats concrets et un argumentaire fort donc au sein de l'entreprise qui nous a permis d'être partagé entre les différentes équipes et de montrer clairement quels étaient les bénéfices de réduire la taille, par exemple des emballages pour augmenter le nombre de produits par palette, ou de réduire les accessoires qui sont pas utilisés et qui étaient embarqués par défaut dans la boîte du produit. Mmh. Donc, et ça, voilà, ce retour d'expérience, il est vraiment intéressant parce que, voilà, je pense que dans les entreprises, voilà, qui veulent développer de l'éco-conception, vous avez forcément tous déjà engagé des petites améliorations qui étaient de l'éco-conception. Mais en effet, après, il peut y avoir cet effet, résistance, parce que, bah, quand on développe un produit, on le développe forcément à plusieurs. Et là, ça montre vraiment l'intérêt de dire: «Ça vaut le coup d'investir du temps pour lancer une dynamique, globale», et quand la dynamique est lancée et que les sujets environnement arrivent, c'est pas les sujets environnement qui nous enquiquinent, on n'a pas le temps de les traiter, c'est: «Ah oui, c'est vrai que il y a des vrais enjeux environnement, il y a des vrais gains, c'est une démarche globale», et donc là, on peut espérer que derrière ça puisse faciliter, je dirais, le fait d'engager réellement toutes ces actions d'amélioration. Et je pense qu'après, en effet, en interne, après, je pense, voilà, tous les collaborateurs sont fiers de se dire: «Ah ouais, là, on a été un peu plus loin sur ce nouveau projet». Donc, De notre côté, de toute façon, ce n'est qu'un début. Comme on l'a dit, c'est un processus qui est assez itératif. Donc, c'est l'avantage aussi de la boucle, c'est qu'on n'a pas cette pression, on ne s'est pas forcément mis une pression dès le début pour avoir tous les concepts qu'on a pu imaginer dès le premier coup dans notre produit, ou pour modifier, adapter un produit qui existe déjà. On y va par itération. Donc là, on a déjà une très belle itération qu'on a pu voir dans cette vidéo. Et on sait maintenant que toutes les bonnes pratiques qu'on a pu voir seront incorporées dans tous nos nouveaux produits. Donc, réutiliser des accessoires existants, faciliter la réparation de nos produits, avoir des pièces de réparation au catalogue. Donc, toutes ces choses qui évitent déjà de transporter les produits en SAV s'il y en a besoin ou non. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui sont en place pour réduire le nombre de composants de nos produits, donc réduire les matières premières, augmenter les volumes transportés en une fois. Donc c'est quand même, ça réduit le transport et ça, on ne s'en rendait pas forcément compte. Le nombre de produits sur une palette réduit aussi l'impact du transport sur le cycle de vie de nos produits. ouais, donc, et pareil là, je dirais tout ce que vous présentez comme, axe d'amélioration, ça montre à nouveau, voilà, vous êtes sur des produits, électriques, électroniques, assez, complexes, hein. Et 2e point aussi, c'était, OK, c'est super, il y a un accompagnement sur 1 an, tout roule, mais l'enjeu, c'est aussi ça, c'est, en 2023, alors est-ce que voilà, ce parcours d'accompagnement making durable, voilà, est-ce que le le pari est tenu? Est-ce que voilà, ça vous a permis aussi de vraiment vous approprier la démarche? Voilà, est-ce que vous vous sentez, pouvoir travailler en autonomie sur le sujet, par la suite? Alors de notre côté, clairement, donc non seulement du point de vue personnel, donc par rapport à mon travail de tous les jours, donc là effectivement c'est mieux qu'une formation, c'est un accompagnement. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on n'est pas seul dans cet accompagnement, donc il y a d'autres groupes et d'autres entreprises qui nous permettent de voir que
Peu importe le métier, que ce soit pour un four en boulangerie, que ce soit des téléphones ou autre, on a potentiellement les mêmes besoins ou les mêmes challenges. Et là, vu que les exercices qu'on a eus n'étaient pas des exercices synthétiques, donc pas comme une formation classique, vraiment un accompagnement avec des exercices concrets sur nos produits, donc faits par nous et validés par les équipes d'accompagnement, oui, c'est assez facile de remettre en place ces choses-là. Et en plus, tous nos collaborateurs directs ont participé directement à ces sessions, vu que c'était aussi des sessions personnalisées au sein de l'entreprise. Vu que tous les collaborateurs ont participé, ils savent maintenant ce qu'on attend et ce qu'on peut faire pour améliorer les conceptions de nos produits. Ok, super. Bah, je dirais pareil, on sera curieux et intéressé de voir bah voilà, comment se sont passées, je dirais, les prochaines boucles d'éco-conception. Voilà, je dirais, en autonomie. Et encore une fois, voilà, c'est quelque chose aussi qu'on répète, mais qui est vraiment important, c'est que voilà, l'outil EcoDesign Studio, il est vraiment conçu pour être peut-être un peu simple, mais il est accessible en entreprise. L'outil de créativité développé par Amulis, pareil, il est simple, il est robuste, mais il répond aux besoins en entreprise de pouvoir voilà, confronter les idées sur tous les axes d'éco-conception assez vite. Et, euh, et voilà, donc je dirais vous avez les bonnes personnes et les bons outils avec les bonnes équipes en interne, donc forcément derrière, tout fonctionne bien. Euh, et puis, oui, voilà, après les derniers points, on les a déjà abordés, c'est le côté logistique, et puis le côté, oui, c'était aussi ce travail sur ce côté accessoire. Voilà, pourquoi redévelopper des accessoires alors que finalement il y a des accessoires qui ont déjà été développés et qu'il faudrait euh, rendre à nouveau disponibles auprès des clients. C'est ça. Bah, Donc ça, de notre côté, sur un exemple très simple, on a des téléphones qui sont mobiles, donc sans fil, et on a dessus un clip qui permet de le fixer soit à la blouse pour les hôpitaux, soit à la ceinture. Aujourd'hui, cet accessoire n'était pas disponible à l'achat, donc il fallait renvoyer le téléphone en SAV. Certains jetaient même les téléphones qui n'étaient plus garantis. Aujourd'hui, on a mis ces clips ceinture disponibles au catalogue, donc nos partenaires peuvent les acheter, réparer eux-mêmes parce que l'accessoire est très facile à remplacer. Et aujourd'hui, tous nos nouveaux produits, au lieu d'imaginer un nouveau clip avec une nouvelle forme ou autre, on fait en sorte que tous les produits qui sortent et qui vont sortir utilisent le même design de clip. Donc ça nous évite déjà de faire du travail de notre côté. Ça nous simplifie aussi la tâche, hein. On n'a pas besoin de refaire des tests, de refaire des moules, de refaire de la qualité. Et en plus, pour nos clients, ça évite de racheter des stocks. Ils peuvent réutiliser leurs stocks invendus au lieu de les jeter. Et c'est beaucoup plus facile et on ne s'était pas rendu compte forcément de l'impact environnemental que pouvait avoir de créer un nouvel accessoire au lieu de réutiliser quelque chose d'existant. Mhm. Ouais, donc ouais, super, on va dire petits exemples, voilà, et puis bah, qui montrent que l'éco-conception, c'est voilà, encore une fois, on peut faire de la R&D pour faire de l'éco-conception, mais voilà, quand on engage une démarche, bah, finalement dès le début, ça génère comme ça des améliorations qui sont accessibles et qui peuvent être mises en place rapidement. Ok, alors du coup, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, par rapport à ces produits de téléphonie mobile. Après, bah, peut-être à nouveau la question interaction entre les exigences de sécurité de marquage CE et puis l'éco-conception. Est-ce que ça marche bien ensemble ou est-ce que ça voilà, est-ce que peut-être des fois les normes, on va dire, freinent, je dirais, l'éco-conception? Alors, de toute façon, il y a plusieurs idées qui sont mises sur la table dans le processus d'éco-conception. De notre côté, on vend nos produits dans le monde entier. Donc, il y a effectivement les normes CE. Il y a des normes plastiques REACH, RoHS. Il y a des normes américaines, des normes en Asie ou en Amérique du Sud. On est obligé de respecter forcément toutes ces normes. Donc, il faut réussir, et c'est l'importance de cet accompagnement,
il faut réussir à naviguer entre toutes ces normes, tout en voulant ou en faisant de l'éco-conception. Donc c'est pour ça que seul au début, c'est peut-être un peu compliqué. Et l'accompagnement nous a permis d'utiliser, comme cité précédemment, des outils avec des bases de données européennes ou monde qui nous permet justement d'avoir les bonnes valeurs, de savoir ce qu'on peut faire. Et bien sûr, à côté, ça n'empêche pas de continuer à avoir quelqu'un qui se charge de vérifier que toutes les normes sont respectées. Mhm. Ok, très bien. Du coup, vous n'avez pas forcément d'autres questions. En tout cas, merci également pour votre témoignage. Et puis, voilà, on sera curieux de voir les prochains produits qui seront éco-conçus chez Alcatel-Lucent Enterprise. Super. Alors, on a dépassé un petit peu le temps. En tout cas, encore une fois, merci pour vos 3 témoignages. Un exercice difficile de faire tout tenir sur 60 minutes. La preuve, on déborde un petit peu. En tout cas, merci pour votre participation. Voilà, le webinaire se termine. On vous rappelle que on a différents webinaires et justement le prochain événement, c'est la deuxième partie de ce format de webinaire, retour d'expérience d'entreprises qui ont fait ce parcours Making Durable. Donc c'est dans 2 semaines. Et donc là, vous aurez les témoignages de 3 entreprises, SDE, secteur textile, Le Maître, sécurité, chaussures de sécurité, donc textile et plasturgie, et puis également retour d'expérience de Pro Technique. Donc là, c'est pareil, secteur textile et textile technique et plasturgie. Voilà, et donc là, vous avez à l'écran, je dirais, les prochains webinaires ou ateliers. Donc, on vous propose également des ateliers pour venir tester l'outil d'idéation, comment est-ce que ça fonctionne. Et puis, voilà, donc encore une fois, merci pour votre participation. Pareil, un événement important, c'est EcoEvent Grand Est. Donc chaque année, on fait un événement à l'échelle Grand Est sur l'économie circulaire. Vous pouvez le noter dès maintenant. Donc c'est le prochain atelier, donc le prochain événement EcoEvent, c'est le 25 mai à Reims, à Sciences Po Reims, et ce sera sur le sujet, voilà, quelle croissance dans un monde sobre en ressources? Vaste question. En tout cas, voilà, merci pour votre participation. Profitez du questionnaire de satisfaction pour nous donner votre feedback. Est-ce que ce format webinaire répond à vos besoins? Et puis pareil, si vous êtes intéressé pour rejoindre un Making Durable en 2024, vous pouvez nous l'indiquer et on reviendra vers vous pour vous informer sur ce sujet. Voilà. En tout cas, merci encore une fois pour votre participation et puis on se dit à très bientôt.